Maintenant, on va faire l'analyse stratégique de ce qui se passe dans la région. Parce que, comme par hasard, c'est quand Fort rentre de Russie que tout ça se précipite. Et c'est cette analyse stratégique qu'on va faire tout à l'heure. Ça, c'est la deuxième plus grande raison qu'on va utiliser tout à l'heure. Et vous allez voir avec les éléments factuels. Et vous allez voir ce qui se passe dans la région. Fais monter M. Ditry. Alors, très chers frères, compatriotes et amis Ditry, soyez les bienvenus dans ce live. Merci beaucoup, grand frère Ferdinand. Ouais, j'ai abordé la première partie de ce dossier du Bénin. J'ai rappelé mes principes. J'ai dit pourquoi, pour des raisons objectives, le voisin de l'Ouest peut se réjouir de la chute du pouvoir de Patrice Talon. Maintenant, on va voir les raisons stratégiques et géopolitiques qui peuvent conditionner ça. D'abord, je rappelle que depuis 2 ans maintenant, le Bénin a des qui est son voisin immédiat. Et ce souci-là est lié à des accusations permanentes du Niger contre le Bénin, soit disant que le Bénin abrite des forces étrangères qui menaceraient la sécurité du Niger. Et les Béninois ont toujours rétorqué qu'ils sont libres d'avoir les coopérants qu'ils veulent à partir du moment où les coopérants qui sont dans leur pays n'ont rien à voir avec le Niger. Parce qu'aujourd'hui, chacun choisit de façon stratégique ses amitiés. Si vous décidez d'aller avec les Russes, c'est un choix souverain. D'autres peuvent décider d'aller avec les Américains, d'autres peuvent décider d'aller avec les Français, d'autres peuvent décider d'aller avec les Allemands. L'essentiel est que personne ne rentre dans le territoire de l'autre. Mais il y a des gens qui raisonnent, qui disent que oui, voilà, moi je n'aime pas manger le porc, mais j'ai mon voisin qui mange le porc, ça me dérange, il faut que mon voisin arrête de manger le porc, sinon je vais l'envahir. C'est ça le raisonnement de ces gens-là. Nous avons des problèmes avec les Français. Nous avons chassé les Français sont chez nos voisins, souverainement. Nous avons les Russes, mais nous ne voulons pas que nos voisins aient les Français. Je ne sais pas quelle est la logique de ce raisonnement. Et donc, de temps en temps, il y a ces gens d'escarmouches entre les deux pays, jusqu'à ce qu'on en arrive à la crise de l'uranium. Parce que cet aspect pèse énormément dans cette affaire de coup d'État, à la crise de l'uranium. Alors, je voudrais que mon compatriote Ditry puisse nous donner son introduction et on va rentrer dans le débat. Exactement. Cet exposé, on pourrait l'appeler l'uranium de la discorde. L'uranium de la discorde parce que il va nécessairement porter sur ce minerai-là qui fait l'objet d'un litige entre l'État français et l'État du Niger. Donc, comme vous le savez, depuis 2023, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, la crise qui a survenu au Niger a conduit notamment à avoir des frictions entre le Niger et le Bénin, jusqu'à la fermeture des frontières. Mais ce n'est pas tout, puisque de la même façon, il s'est engagé un bras de fer entre les dirigeants nigériens et la société française Orano à propos d'une mine d'uranium qui est exploitée à Arlit. Donc Arlit, comme vous voyez sur la carte, c'est un peu au nord-ouest, au nord-est du Niger, et c'est l'une des plus grandes mines d'uranium de ce pays-là. Et il faut savoir que Orano exploite ces mines depuis les années 74 et on a déjà tiré près de 140 000 tonnes d'uranium, ce qui correspond à peu près 2 000 milliards de dollars. Et donc, c'est énormément d'argent, c'est un énorme enjeu financier pour Orano. Et je précise que les besoins d'uranium de la France, chaque année, c'est de 8 000 tonnes. Et il faut savoir que Orano tire de ces mines d'uranium au Niger à peu près 2 000 tonnes par an. Donc, c'est quasiment le tiers de sa consommation en uranium qui provient donc du Niger. Donc, l'analyse aujourd'hui ne sera pas vraiment une analyse, qui va forcément vous imposer un point de vue, mais on va essayer de dérouler chronologiquement certains événements qui se sont passés depuis 2023 à 2024 jusqu'à la date d'aujourd'hui. D'accord? Donc, grand frère, si tu voudrais poser une question avant qu'on ne démarre. Non, on va juste projeter des éléments factuels et exactement. On laissera ceux qui nous suivent tirer leurs propres conclusions. Nous, on n'est pas là pour imposer un point de vue à quiconque, mais on veut donner des clés de lecture à cette crise-là pour que les gens comprennent réellement derrière ce coup de force ou ce coup de tentative de coup d'État, ce qui se jouait derrière. Et donc, le premier élément, c'est l'uranium. Et c'est le plus important d'ailleurs. Voilà, le premier élément, c'est l'uranium. Et donc, comme on le voyait sur la carte tout à l'heure, la France est très présente au Niger dans l'exploitation de l'uranium. Et il faut savoir que Orano, qui est une société française, est détenue à plus de 90% par l'État français. D'accord? Donc, c'est une société, on va dire, une société d'État
d'accord, qui mobilise d'ailleurs les moyens étatiques pour se protéger. Donc, l'armée, on a parfois, dans les encablures de cette société-là, au Niger, des forces armées françaises qui protègent les expatriés qui travaillent là-bas. Donc, Orano est majoritaire donc, dans la société, qui est une co-entreprise. Hein. On a la société Somaïr, qui est une co-entreprise. La Somaïr, voilà, qui est une co-entreprise entre la Sopamine, une société d'État nigérienne, et Orano, ex-Areva. Et c'est cette Somaïr-là qui exploite les mines. Donc, cette Somaïr est détenue à 63% par Orano et 36% par l'État nigérien. Voilà. Et en 2024, il faut savoir que Orano a été évincé du conseil d'administration de la Somaïr. Ouais. Tout simplement, après le coup d'État, il s'est passé beaucoup de tensions entre les deux États. Et en 2024, monsieur le général Tiani a décidé d'évincer tout simplement Orano du conseil d'administration de la Somaïr, ouais, qui perd totalement du coup le contrôle, ouais, de la mine, ouais, de la mine d'Arlit. Ouais. Alors que la mine d'Arlit se trouve, se trouve stockée à la mine d'Arlit près de 1300 tonnes d'uranium, ouais, d'une valeur marchande de 250 millions d'euros. Vous voyez, 250 millions d'euros, ça fait... en francs CFA, ouais. Bon, on est dans les près de 18 milliards de francs CFA, 20 milliards de francs CFA. 250 millions d'euros? Non, c'est plus que ça. 250 millions d'euros. On fait le calcul mentalement. 250 millions d'euros. 100 millions d'euros, c'est quoi? 100 millions d'euros, on est à 65 milliards. On est à 165. On est à 164 milliards. 164, ouais, 164 milliards de francs CFA. Voilà. On est à 164 milliards de francs CFA. C'est le coût de cette marchandise-là. C'est le coût de ce stock d'uranium qui est actuellement exposé, entreposé, hein, à Arlit. Ouais. Donc, il y a un litige à propos de ce stock-là, ouais, de près de 160 milliards de francs CFA. Et donc, il se trouve que en mars 2025, Orano a saisi le tribunal administratif, le tribunal arbitraire, ouais, arbitral international. Ouais, le CIRDI. Voilà. C'est le CIRDI qui est géré. En fait, la différence entre le tribunal arbitral et les tribunaux ordinaires, c'est que le tribunal arbitral est notamment foncièrement composé de professionnels du commerce, en fait. Ah oui, tout à fait. C'est l'institution de la Banque mondiale ou du FMI, je crois, la Banque mondiale. Voilà, exactement. Ouais. C'est un arbitrage mis en place par la Banque mondiale qui permet aux États et aux opérateurs économiques de régler leurs litiges. Voilà, et il faut préciser que actuellement, le Togo est devant le CIRDI avec Contour Global. J'ai vu ça dans leur dossier. Allez-y. Voilà. Et il faut préciser que ce sont les sociétés, les partis eux-mêmes qui décident de porter l'affaire devant le tribunal arbitral. Parce que lors de la signature du contrat, ouais, ils décident, ils prévoient, ouais, qu'en cas de litige, le problème devant telle juridiction, mais devant tel tribunal. Voilà, exactement. Voilà. Donc, en juin 2025, le général Tiani décide de nationaliser, donc, après avoir évincé la Somaïr. Ouais. Il décide de nationaliser la Somaïr, ouais, ainsi que sa production. C'est de son plein droit, c'est son pays. Et il évoque à ce titre-là le droit du Niger de disposer librement de ses ressources naturelles. Voilà. Sauf qu'en septembre 2025, le tribunal arbitral statue en faveur d'Orano, ouais, et interdit à l'État nigérien de vendre et de déplacer les 1300 tonnes d'uranium entreposées là-bas à Arlit. Ça veut dire que les 1300 tonnes d'uranium sont devenues une marchandise litigieuse. Une marchandise litigieuse, voilà. Et le tribunal arbitral interdit de le vendre et interdit de le déplacer. Voilà. Donc, Orano peut donc se prévaloir d'un droit de préemption, ouais, sur cet uranium-là. Encore sur l'uranium, voilà. Parce que le processus arbitral n'est pas encore fini. Voilà. Et les deux parties, c'est-à-dire Sopamine, ouais, et ouais, Orano, l'État du Niger et l'État français, sont tenus de se conformer à cette décision arbitrale, ouais, qui tient lieu de loi pour eux. Voilà. Cependant, en octobre, là, récemment, en octobre 2025, ouais, il y a un mois. Il y a un mois. Il y a pas un mois, mais il y a 2 mois. Ouais. En octobre, le général Tiani décide de faire fi de cette décision-là, ouais, en mettant en vente le stock en cause. Voilà, c'est ça. Et il va d'ailleurs démarcher la Russie et l'Iran, ouais, pour être des potentiels acquéreurs. Ouais, les deux pays qui ont démarché. Qui ont été démarchés. Et courant octobre, des médias, on apprend que l'uranium litigieux a été acquis par une société russe. Et le nom de cette société n'est pas dévoilé, ouais, mais on sait d'ores et déjà que le minerai sera convoyé par voie terrestre depuis Arlit jusqu'au port de Lomé, soit à 2000 km de son point de départ. Parce qu'à la base, le Niger, la frontière entre le Niger et le Bénin, à Malanville et à Gaïa, je connais très bien cette frontière pour l'avoir franchie plusieurs fois, il y a un pont là-bas, donc vous avez Malanville au Bénin et Gaïa de l'autre côté du Niger. Cette frontière est fermée. Et donc,
le Niger décide d'acheminer l'uranium jusqu'au Togo. Et donc, on va voir avec la technique, la carte du circuit que la cargaison de l'uranium va passer. Voilà. Si on peut demander à la technique de passer cette carte. Effectivement, ça c'est le bateau. La carte du circuit, le circuit du trajet. Le trajet qui normalement devait emprunter le convoi d'uranium depuis Arlit. Voilà. Donc il y a la carte. Ils vont trouver ça tout à l'heure, la carte. Ils vont trouver ça. Donc, normalement, effectivement, voilà cette carte. Donc, normalement, si la frontière avec le Bénin avait toujours été ouverte, ce convoi devait passer donc par le Bénin et descendre directement par le Bénin et ensuite bifurquer vers le port de Lomé, puisque le port de Lomé était plus adapté pour les gros navires qui pouvaient transporter cette matière. Même le Bénin est adapté parce que c'est par là que les Français faisaient passer l'uranium depuis. Donc voilà la carte. Voilà la carte. Donc le trajet de l'uranium jusqu'au port de Lomé. Donc ça part de Arlit, ça arrive à Niamey, et de Niamey, ça passe par le Burkina et ça arrive au port de Lomé. Donc quand on voit ce trajet-là, on voit cette carte-là, on voit bien que c'est une voie très dangereuse parce que entre Niamey, en passant par le Burkina, il y a des djihadistes qui opèrent énormément là-bas. Je rappelle que ce convoi est escorté par Africa Corps. Africa Corps qui est les supplétifs russes qui appuient les gouvernements du Niger et du Mali et tout ça. Donc, il y a une unité russe qui accompagne ce convoi-là. Je pense qu'il y a une quarantaine de véhicules. Et donc, le convoi est parti de Arlit et est actuellement à Niamey avant de descendre vers le Togo. Donc, Fort, entre-temps, il va en Russie, il rencontre Vladimir Poutine, il remercie Vladimir Poutine de tous les efforts qu'il fait pour les pays sahéliens et pour la sous-région. Il a parlé au nom de la CEDEAO. Et puis, dans les accords qu'il a signés avec la Russie, on a appris plus tard qu'il a mis le port à disposition de la Russie pour les activités marchandes des navires russes et tout ça. Et la Russie aussi va mettre les ports russes à disposition des navires togolais. Sauf qu'on ne sait pas si le Togo a des navires de guerre, mais en prévision de l'arrivée de ce uranium-là, dès que Fort rentre au Togo, il y a un navire russe, un navire marchand russe, qui arrive au large du port de Lomé le 1er septembre. On va voir ce navire. Exactement. Alors, ce navire part dès l'annonce de la mise en vente de l'uranium en octobre, on voit que ce navire part donc du port turc de Dardanelles le 23 octobre. Le 23 octobre. C'est donc le Matros Shevchenko qui part le 3 octobre de la Turquie et qui se dirige donc vers le Togo. Mais il y a quelque chose de particulier avec ce navire-là. Un instant. Donc, le 3 octobre. Le 23 octobre. Le 23 octobre, ce navire Matros Shevchenko, qui est un navire battant pavillon russe, mais part des Dardanelles. Les Dardanelles, c'est le long du Bosphore. C'est la mer qui est entre la Russie, entre la Turquie et les autres pays. Et donc, ce bateau part le 23 octobre et arrive au large du port de Lomé le 1er décembre. Et donc, ce navire s'appelle Matros Shevchenko. Voilà ce navire. On vous montrera la position de ce navire tout à l'heure. Exactement. Et plus précisément, il arrive le 14 novembre au large du Togo. Voilà. D'accord, 3 semaines plus tard. Voilà, c'est-à-dire il arrive le 14 novembre au large du Togo. Et entre-temps, le convoi quitte Arlit pour Niamey. Exactement. Voilà. Mais ça viendra plus tard. Déjà, le 23 octobre, quand il quitte la Turquie pour Lomé, il faut savoir quand même que c'est un navire qui est très risqué parce que c'est un navire qui est qualifié de navire fantôme russe. Pourquoi un navire fantôme russe? Parce que c'est un navire qui était accusé d'avoir subtilisé des ressources céréalières ukrainiennes et de les avoir vendues et transportées pour une société russe. En fait, donc, pour parler français plus accessible aux gens, c'est un navire de contrebande. Voilà, c'est un navire de contrebande qui est d'ailleurs sous sanction. Qui est sous sanction internationale. C'est un navire de contrebande qui est sous sanction internationale et c'est ce navire qu'on envoie au large du port du Togo pour charger l'uranium qui va arriver du Niger. Donc, ce navire arrive le 14 novembre au large des côtes togolaises et se positionne en attendant que la cargaison quitte le Niger pour arriver au port de Lomé. On peut continuer. Exactement. Donc, il faut savoir, ce qui est important de savoir sur ce navire-là, c'est que l'Ukraine avait décidé depuis le début de la crise russo-ukrainienne d'attaquer systématiquement tous les navires fantômes dans les mers internationales. Donc, on peut voir que déjà en septembre, il y a un navire russe fantôme qui a été attaqué dans la mer Noire. Et plus récemment, là, au large du Sénégal, il y a 2 navires fantômes qui ont subi des explosions de la part des services ukrainiens. Et donc, c'est un navire qui est chargé de beaucoup de problèmes. Donc, on peut comprendre dès lors le déplacement, puisque le navire arrive ensuite à Lomé le 14 novembre, et 4 jours après, on apprend que Fort est en visite en Russie. Voilà. Donc, le navire arrive le 14 novembre, Fort part en Russie le 18 novembre.
pour aller signer un accord de coopération avec la marine militaire russe qui peut désormais patrouiller et protéger ses intérêts dans les eaux togolaises ainsi que dans le golfe du Guinée. Voilà. C'est tout l'enjeu. Hein. On reviendra là-dessus. C'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu. Voilà. On reviendra là-dessus. Et je rappelle que depuis cette semaine, les États-Unis ont donné le feu vert aux Ukrainiens d'attaquer tous les navires fantômes russes. Ça, c'est un autre débat. Voilà. Donc, dès le 18 novembre, on a l'assurance que, bon, s'il arrive quelque chose à ce navire Matros Shevchenko, les navires russes, les navires militaires russes peuvent réagir. Donc, quelque part, on peut dire que le convoi de ce navire-là est déjà protégé quelque part. Voilà. Okay. Et le 27 novembre, on apprend que le convoi d'uranium litigieux là dont on a parlé, qui est en Russie, a démarré. Donc, une semaine après. La première partie, parce que c'est deux cargaisons différentes. Une première cargaison est partie en direction de Niamey. En direction de Niamey. Donc, une semaine, on va dire, le navire est arrivé à Lomé le 14 novembre. Et 13 jours après, 2 semaines après, le convoi démarre au Niger. D'accord. Et ben, ce convoi, comme tu l'as dit tout à l'heure, est assuré, est soutenu par une trentaine de mercenaires et même par un détachement de la garde nationale nigérienne. C'est-à-dire que la garde républicaine, la garde du président Tiani assure la protection de ce convoi-là. D'accord. Et donc, le navire est sur les côtes togolaises. On a signalé ce navire-là. On a eu le tracking de ce navire-là. On a connu sa position. Et dès qu'on a signalé ce navire-là, il s'est un peu déplacé. On y arrive. Parce que le 27 novembre, là, le même jour où le convoi part d'Arlit, Orano émet un communiqué pour s'opposer à ce convoi. Et dans ce communiqué, il précise notamment, Orano, la société française, précise qu'elle poursuivra la défense de ses intérêts avec détermination et se réserve le droit d'initier des actions complémentaires nécessaires, notamment pénales, y compris contre des tiers, pour la préhension de la matière en violation de ses droits d'enlèvement. Donc, il y a déjà une tension qui est très vive, déjà le 27 novembre. Voilà. Le convoi litigieux part de Darlit à la volonté de M. Tiani, du général Tiani. Orano s'y oppose le même jour en émettant un communiqué pour dire qu'elle est prête à mobiliser tous les moyens nécessaires pour pouvoir protéger son uranium. Et le 6 décembre, on a un premier convoi qui arrive donc à Niamey. Le 6 décembre, on a un premier convoi d'uranium qui arrive à Niamey. Et le même jour, à Lomé, et c'est là où c'est important, le même jour, le navire russe Matros Shevchenko se met en mouvement et va donc se rapprocher et s'amarrer au quai conventionnel du port. Exactement. Et donc, voilà. Donc ça veut dire qu'il se prépare à charger. Voilà. Donc le navire qui était au large s'est rapproché du port et il est venu s'amarrer au quai minéralier. Pas au quai minéralier, au quai conventionnel. Au quai conventionnel plutôt, voilà. Voilà. Et donc, nous, on a vu ce navire-là, on l'a traqué et dès qu'on a publié sa position, le navire a bougé. Exactement. Donc, le 6 décembre déjà, il est venu Et le 7 décembre qui a suivi, nous avons appris donc le coup d'État au Bénin. Voilà. Donc, peut-être que, on ne sait pas, peut-être que le plan a changé. Le 8 décembre, dès que la publication de la position du navire a été signalée le 8 décembre, il a quitté subitement son emplacement dans le quai conventionnel pour se remettre au large, tranquillement, de Lomé. On peut supposer que son plan initial a été contrarié et qu'il a décidé de se remettre au large pour éviter tout simplement de payer inutilement des droits d'amarrage ou alors encore autre chose. Alors, je vais faire une petite analyse ici. On pose les faits, mais le commentaire est libre. Ça, c'est les faits, c'est les éléments factuels qu'on est en train de vous exposer. Et je vais faire un commentaire. Alors, la première partie de la cargaison, la première route de la cargaison est arrivée à Niamey. La cargaison est actuellement à Niamey. On a les images de la zone où la cargaison de l'uranium est entreposée à Niamey. Maintenant, il y a la deuxième partie de la route. C'est celle qui est la plus difficile. C'est-à-dire Niamey passant par le Burkina Faso pour rentrer au Togo. Et cette route, elle est la plus dangereuse. La plus dangereuse parce qu'elle est infestée de djihadistes. Mais plus grave, la partie togolaise n'est pas du tout bonne. Ils peuvent se renverser parce que tous les jours, il y a des camions, des titans qui se renversent au Togo. Donc, en prenant la nationale togolaise, cette route peut avoir des soucis. Et ce convoi peut avoir des soucis. Et donc, l'hypothèse selon laquelle, puisque maintenant les informations se précisent, tout est en train de se préciser par rapport au mode opératoire de la tentative du coup d'État, puisque les informations qui parviennent du Bénin sont en train de remettre un à un les éléments du puzzle. Parce que, à la veille du coup d'État au Bénin, le Niger a amassé à la frontière, à Gaïa, donc de l'autre côté de la frontière, des blindés et des chars et a dégagé tous les conteneurs qu'ils ont disposés pour barrer la route pour pouvoir pénétrer au Bénin au cas où le coup d'État réussissait. Donc, c'était un convoi d'appui aux putschistes. Ça, c'est un des éléments fondamentaux. Deuxième élément, c'est que si le coup d'État avait réussi, la cargaison ne va plus passer par le Togo.
où la route est plus difficile. Puisque les nouveaux patrons du Bénin vont sceller la réconciliation avec le Niger, ils vont ouvrir la frontière et la cargaison va prendre la route du Bénin. Et donc, le navire qui était au large du Togo n'avait qu'à bouger sur Cotonou et reprendre la cargaison et partir. Ça, c'est le commentaire du journaliste qui est libre. C'est ça, en fait, l'objectif. C'est ça le vrai objectif. C'est-à-dire, on fait d'une pierre plusieurs coups. Dans cette affaire-là, non seulement on évince le pouvoir de Talon, on fait une réconciliation avec le Niger, on ouvre la frontière, l'uranium prend son chemin, il rentre au Bénin et le navire charge et le navire part. Ça, c'est l'hypothèse la plus probable par rapport aux éléments du puzzle qui sont en train d'être rassemblés. C'est pour ça que du côté de la frontière du Niger, donc à Gaïa, le Niger a entreposé des troupes là-bas pour appuyer les putschistes qui agissaient à Cotonou. On continue. Et effectivement, mais il ne faut pas oublier non plus la valeur de ce convoi-là, qui est de près de 250 millions d'euros. Donc, je pense que ça valait aussi le coup pour les putschistes, je pense, de pouvoir déstabiliser le Bénin pour ça. De toute façon, comme tu l'as dit, si on analyse bien à qui profiterait ce coup d'État, bien sûr, le Niger serait là, puisque le trajet par le Togo, par le Burkina et le Togo, est un trajet dangereux. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, on sait qu'il y a des groupes terroristes qui sont sur le chemin. Il y a notamment le JNIM et puis le IGS qui sont notamment sur le chemin, qui sont très présents dans la zone, très imprévisibles, alors que c'est un chargement qui est très risqué. Parce que l'uranium peut servir à la fabrication de bombes sales, comme ça peut aussi, si jamais ça se répand dans la nature, comment dire, endommager, entraîner de vraies catastrophes écologiques. On se rappelle déjà qu'en 2019, il y a des camions remplis de cyanure de sodium qui sont renversés donc à Bafilo. Ouais. Donc, on connaît très bien les risques de la route de Lomé. OK? Et notamment, et pour vous édifier sur les risques environnementaux et sanitaires même de l'uranium, j'aurais aimé qu'on puisse passer la petite vidéo là, qui est un mini reportage de la chaîne française France 5, qui parle un peu des risques sanitaires tels que l'ont vécu les habitants de Arlit, les Nigériens de Arlit, qui ont travaillé à Orano, à Areva, et qui ont subi les revers des entreposages de poussière ou bien de gravier d'uranium dans leur localité.